Imaginez un robinet, un seul robinet. Et si quelqu'un le fermait, 20% de tout le pétrole qui circule sur la planète s'arrêterait net. Les pompes à essence se vident, les prix explosent, les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent, les économies vacillent. Ce scénario, qui ressemblerait à de la fiction il y a encore quelques mois, est en train de se produire en ce moment. Et l'endroit où tout se joue s'appelle le détroit d'Ormuz. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des crises géopolitiques et économiques les plus graves que le monde ait connues depuis des décennies. Une crise qui pourrait redessiner l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Avant d'aller plus loin, posons les bases. Le détroit d'Ormuz, c'est quoi exactement? C'est un passage maritime étroit, situé entre l'Iran au nord et le sultanat d'Oman au sud, qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman, lui-même connecté à l'océan Indien. À son point le plus resserré, ce couloir ne fait que 33 km de large. 33 km. Voilà l'endroit le plus stratégique de toute la planète en matière d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est par là que transitent chaque jour entre 100 et 35 navires pétroliers. Ces navires transportent le brut extrait des champs pétrolifères de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, de l'Irak et de l'Iran lui-même. En volume, cela représente environ 20 millions de barils par jour, soit près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Aucune autre voie maritime au monde ne concentre autant d'enjeux économiques en un seul point. Les géostratèges ont depuis longtemps identifié Hormuz comme un choke point, un point d'étranglement. Celui qui le contrôle tient l'économie mondiale entre ses mains. Et aujourd'hui, c'est l'Iran qui joue cette carte. Revenons au début de cette escalade. L'administration Trump a lancé un ultimatum à Téhéran, accordant à l'Iran un délai de 48 heures pour ouvrir le détroit d'Ormuz, sous peine de voir ses centrales électriques attaquées. C'est une menace extrêmement grave. Frapper les infrastructures énergétiques d'un pays souverain, c'est un acte de guerre caractérisé, avec des conséquences humanitaires immédiates pour des millions de civils iraniens. L'administration américaine pariait visiblement sur une capitulation rapide de Téhéran, convaincue que la supériorité militaire américaine suffirait à faire plier le régime. Mais l'Iran n'a pas plié. Bien au contraire. La réponse de Téhéran a été radicale et immédiate, fermeture totale et définitive du détroit, et ce jusqu'à la reconstruction complète de ses infrastructures endommagées. C'est un message politique fort. L'Iran dit clairement: vous nous frappez, on vous coupe le pétrole, et cette menace n'est pas symbolique, elle est opérationnelle. Ce que beaucoup d'observateurs n'avaient pas anticipé, c'est la capacité de l'Iran à tenir cette position. L'Iran a développé depuis des années des capacités militaires asymétriques précisément conçues pour interdire l'accès au détroit. Missiles anti-navires, sous-marins de petite taille, mines marines, bateaux rapides de la garde révolutionnaire. En clair, l'Iran n'a pas besoin de battre l'armée américaine en combat ouvert. Il lui suffit de rendre le passage trop dangereux et trop coûteux pour que les compagnies maritimes osent l'emprunter. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le début du conflit, entre 100 et 135 navires franchissaient le détroit chaque jour. Après la déclaration de guerre, le nombre de navires non iraniens est tombé à zéro. Aucune compagnie d'assurance maritime ne veut prendre le risque de couvrir un navire dans une zone de guerre active. Aucun capitaine ne veut risquer sa vie et celle de son équipage. Les armateurs ont simplement détourné leur route, allongeant les trajets de plusieurs semaines et multipliant les coûts de transport. Résultat, 20 millions de barils par jour ont disparu du marché mondial. Pour vous donner une idée de l'ampleur, le choc pétrolier de 1973, celui qui avait plongé les économies occidentales dans la récession, provoqué des files d'attente interminables aux stations-service et fait exploser l'inflation, n'avait représenté qu'une réduction d'environ 4 à 5 millions de barils par jour. Ce que nous vivons aujourd'hui est 5 fois plus grave. Les conséquences se sont fait sentir immédiatement. Aux États-Unis, le prix de l'essence à la pompe a grimpé d'1$ par gallon en seulement 3 semaines, atteignant 3,24 $ le gallon. Pour les Américains qui conduisent énormément et dont les véhicules consomment beaucoup, c'est un choc budgétaire direct. Mais l'impact ne s'arrête pas à la pompe à essence.
Le pétrole, c'est la colonne vertébrale de l'économie moderne. Il entre dans la production de plastique, de médicaments, d'engrais. Il fait tourner les camions qui livrent la nourriture dans les supermarchés. Il alimente les avions qui transportent les marchandises. Quand le pétrole devient plus cher, tout devient plus cher. On parle ici d'une inflation en cascade. Hausse des coûts de production, hausse des coûts de transport, hausse des prix à la consommation. Les économistes appellent ça un choc d'offres négatif. Et c'est le pire type de scénario pour une banque centrale, parce qu'on se retrouve avec simultanément de l'inflation et un ralentissement de la croissance, ce qu'on appelle la stagflation. Les ménages les plus vulnérables sont bien sûr les premiers touchés. Les familles à faible revenu consacrent une part disproportionnée de leur budget à l'énergie et à l'alimentation. Quand ces deux postes augmentent en même temps, c'est un appauvrissement direct et brutal. Même la libération des réserves stratégiques américaines, ces stocks d'urgence que les États-Unis maintiennent précisément pour ce type de situation, n'a pas suffi à compenser. Ces réserves ne représentent que quelques dizaines de jours de consommation. Elles peuvent amortir un choc temporaire, mais pas compenser une fermeture prolongée du premier couloir pétrolier mondial. Ce qui aggrave encore la situation, c'est l'isolement croissant des États-Unis sur la scène internationale. Trump a appelé ses alliés à envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers à travers le détroit. Une coalition navale internationale, en théorie, pourrait dissuader l'Iran d'attaquer. Mais la grande majorité des pays alliés, l'Australie, le Japon et bien d'autres, ont refusé de s'engager. Pourquoi? Parce que personne ne veut être entraîné dans un conflit dont l'escalade est imprévisible. Personne ne veut exposer ses marins à des missiles iraniens pour défendre une politique américaine que beaucoup jugent imprudente. Et surtout, nombreux sont ceux qui entretiennent des relations économiques importantes avec Téhéran, ou qui souhaitent les préserver. L'Iran a d'ailleurs très bien compris cette dynamique. En parallèle de sa stratégie militaire, Téhéran mène une offensive diplomatique intensive, en établissant ou renforçant des relations bilatérales avec des puissances comme l'Inde et le Japon. Ces nations ont signalé clairement qu'elles souhaitaient maintenir un accès aux voies maritimes, et que pour cela, un dialogue avec Téhéran leur paraissait plus pragmatique qu'un alignement inconditionnel sur Washington. C'est un retournement géopolitique majeur. L'Iran, pays sous sanctions depuis des décennies, réussit à se positionner comme un acteur incontournable, un négociateur indispensable. Et l'Iran ne s'arrête pas là. Des rapports indiquent que Téhéran envisage d'aller encore plus loin dans sa stratégie de monétisation du détroit. L'idée, imposer des frais de passage à chaque navire souhaitant traverser Ormuz. C'est une idée audacieuse, presque révolutionnaire dans sa logique. Au lieu de simplement bloquer le détroit comme levier de pression, l'Iran transformerait cette voie stratégique en source de revenus permanente, une sorte de péage maritime, imposé unilatéralement à l'économie mondiale. Par ailleurs, l'Iran a élargi ses menaces au-delà d'Ormuz. Via l'agence Tasnim, les autorités iraniennes ont clairement indiqué qu'en cas d'approche des marines américains de l'île de Karg, principale installation pétrolière iranienne, dans le Golfe ou de tentatives de franchissement forcé d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb serait également fermé. Bab el-Mandeb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autre grand couloir maritime mondial situé entre le Yémen et la Corne de l'Afrique. Il connecte la mer Rouge à l'océan Indien. Les Houthis yéménites, alliés de l'Iran, ont déjà démontré leur capacité à perturber ce passage. Vous vous souvenez certainement des attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge en 2023 et 2000. L'Iran agite donc la menace d'une fermeture simultanée des deux plus grands goulets d'étranglement maritime de la planète. Le scénario catastrophe absolu pour l'économie mondiale. Alors, comment tout cela peut-il évoluer? Les analystes identifient trois trajectoires possibles. Première trajectoire, la désescalade contrôlée. Les deux parties trouvent une sortie de crise diplomatique, peut-être via des intermédiaires comme le Qatar, Oman ou la Turquie, qui ont par le passé joué ce rôle. L'Iran obtient des garanties économiques ou sécuritaires. Les États-Unis sauvent la face. Le détroit rouvre. C'est le scénario le moins mauvais pour tout le monde. Deuxième trajectoire, le réalignement énergétique global. Si la crise dure, les pays consommateurs accélèrent massivement leur transition vers d'autres sources d'énergie, renouvelables, nucléaires ou approvisionnement alternatif. L'Afrique, l'Amérique latine
voire certains pays d'Asie centrale pourraient voir leur rôle dans l'approvisionnement mondial augmenter considérablement. Ce serait une transformation profonde, douloureuse à court terme, mais potentiellement structurante à long terme. Troisième trajectoire, l'escalade militaire. Si les États-Unis décident de forcer le passage par la puissance militaire, on entre dans une logique de guerre ouverte avec des risques d'embrasement régional considérables. L'Iran n'est pas seul, il dispose de relais au Liban avec le Hezbollah, en Irak avec des milices pro-iraniennes, au Yémen avec les Houthis. Une frappe américaine directe pourrait déclencher une réponse multifront qui déstabiliserait l'ensemble du Moyen-Orient. Quelle que soit l'issue, une chose est déjà certaine, le monde a changé. La perception des États-Unis comme garant de la sécurité énergétique mondiale, ce rôle qu'ils jouaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est durablement écorné. Les puissances émergentes, qui observent cette crise de près, en tirent une leçon simple. Faire confiance à un seul acteur pour assurer votre sécurité, c'est dangereux. L'Iran, lui, a démontré quelque chose de remarquable. Sans être une superpuissance militaire, sans avoir l'économie des États-Unis ou de la Chine, il a réussi à transformer sa géographie en arme stratégique. Le contrôle d'un couloir de 33 km lui confère un pouvoir de nuisance et de négociation qui transcende tous ses désavantages. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette crise. Dans un monde hyper connecté, les vulnérabilités structurelles des économies modernes peuvent être exploitées par des acteurs bien plus petits que ce que la théorie des rapports de force laisserait croire. La question qui reste ouverte, c'est celle de la réactivité stratégique américaine. Dans un monde qui bouge vite, où les crises s'enchaînent, est-ce que Washington est encore capable de la concentration et de la cohérence nécessaires pour naviguer dans ces eaux? La réponse à cette question dessinera la carte du pouvoir mondial pour les décennies à venir. On continuera à suivre cette situation de très près. Si vous voulez être tenu au courant des derniers développements, abonnez-vous et activez la cloche. À très bientôt.